Hey, hey, hey! Ça fait longtemps que j'ai pas fait des nouveaux vidéos. Eh ouais. Puis il est tard. Fait que ben on commence l'intelligence artificielle. Puis je pense qu'avant de faire quoi que ce soit en intelligence artificielle, c'est important qu'on se mette dans le contexte. C'est quoi l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que ce n'est pas? Mais je vais plus aller dans qu'est-ce que c'est. On a toute une petite idée, mais on va faire un survol de tout ça. Fait que... oups. Moi, ça réagit pas exactement comme je veux. Donc, on va voir les domaines de l'intelligence artificielle. On va voir c'est quoi un réseau de neurones. C'est plus là-dessus qu'on va travailler, en fait. Vous allez travailler avec les réseaux de neurones puis l'apprentissage machine. Je vais, je vais vraiment pointer à travers cette présentation-là. Je vais vous pointer euh, quels seront justement les domaines que nous, on va aborder d'ici la fin de la session. On ne pourra pas tout voir, évidemment, c'est impossible. De toute façon, c'est un domaine assez large, mais on va quand même en voir un petit bout. Fait que, donc, le perceptron, on va voir c'est quoi les modèles à une couche cachée, puis les modèles multicouches qu'on appelle le deep ou deep learning. Le deep learning, c'est de l'apprentissage sur des multicouches. Donc, on va revenir là-dessus plus tard. On va voir un peu c'est quoi les systèmes experts. Les systèmes experts, ça a été pas mal les premiers là, à être développés dans l'histoire. Là. Ça comprend, bon, c'est grosso modo, là, ça comprend les contrôleurs flous, mais donc c'est ce qu'on vient de finir comme fascicule. L'apprentissage machine, donc on va voir les différentes méthodes. On les verra pas toutes, mais on va en voir quelques-unes. Euh, Ça va vous donner une idée de comment ça fonctionne. C'est toujours mathématique ou algorithmique, là. Mais bref, c'est des méthodes pour faire en sorte qu'on est capable d'ajuster les paramètres pour que ça soit capable de fonctionner tout seul par la suite. Donc, je vais voir quelques méthodes mathématiques et je vais parler un petit peu de la théorie de Darwin pour faire allusion ensuite aux algorithmes génétiques. Les algorithmes génétiques, c'est une branche de l'intelligence artificielle qui est très, très utilisée. Elle est un petit peu masquée par le deep learning dernièrement parce que, bon, le deep learning, ça a fait le gros tollé. On n'entend pas tant parler et pourtant, il y en a beaucoup derrière. Derrière le deep learning, il y a beaucoup d'apprentissage qui se fait par algorithme génétique. Dès que c'est assez complexe, on passe par là, mais bon, j'en reviendrai là-dessus. Puis on va voir un petit peu les applications. En fait, ça s'applique à n'importe quoi, mais bref, je vais quand même voir avec vous là, les différents domaines d'application. Fait que les champs de recherche de l'intelligence artificielle, c'est toutes des méthodes ou systèmes qui démontrent une intelligence. Donc, ça va demander des réseaux de neurones. Réseau de neurones veut dire le perceptron. Là, vous allez me dire, c'est quoi un perceptron? Perceptron, ça vient du neurone qui a été découvert au début, là. C'est comme pas découvert, mais on a ressorti le fonctionnement d'un neurone biologique, puis on a essayé de le mimer mathématiquement. Fait que c'est ce qu'on va voir plus tard. Donc, les réseaux de neurones, évidemment, un seul perceptron, ça fait pas grand-chose. On va le voir avec un exemple éventuellement. Euh, Évidemment, les premiers modèles, moi, quand j'étais aux études, c'était les modèles à une seule couche. Puis, à partir de 2007 environ, on a vu... en tout cas, je vais aller plus loin, puis on va voir. Donc, on a vu apparaître plus de couches. Les systèmes experts,
c'est avant les neurones, ça s'est fait beaucoup avant. C'était plus de la déduction. Tu sais, quelqu'un qui regarde, c'est comme ma grand-mère. Moi, je vois ça de même, le système expert, là. Imaginez quelqu'un qui veut faire de la pâte à tarte. Mais la pâte à tarte, c'est très touché parce que de la pâte à tarte, s'il fait humide, il fait chaud dans la maison, c'est pas la même recette exactement que s'il fait froid et sec. Fait que ma grand-mère était une experte en pâte à tarte. Ben elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle touchait à la pâte, puis elle dit il manque un petit peu d'eau. Elle mettait un petit peu d'eau. Puis elle était capable de faire sa pâte à tarte. Elle était tout le temps exactement pareille. Même chose pour faire du vin. Faire du vin, ça prend un expert, un œnologue. Donc, qui est capable de, il goûte, ah non, il manque telle affaire, ta, ta, ta. C'est pas une machine qui va être capable de le faire. En tout cas, tant qu'il n'y a pas eu un expert qui a été capable de le paramétrer comme il faut, euh, ça fonctionnera pas avec une machine. Par contre, si on est capable d'avoir les mêmes senseurs que l'expert, puis que l'expert est capable d'ajuster les paramètres, on va appeler ça un système expert. Ça va être sous forme de déduction, mais il va y avoir plein de paramètres qui vont rentrer. C'est ce qui fait qu'on n'est pas capable d'y aller avec une machine à état pour faire les décisions, mais plus avec plein de règles d'application. Puis en fonction des différentes données qu'on a et de ces règles-là, on est capable de prendre une décision sur des différentes méthodes à appliquer ou n'importe quoi, en fait. Donc, souvent, on va utiliser ça pour diagnostic, interprétation, prédiction, ainsi de suite. Euh, Avec les réseaux de neurones flous, les systèmes experts prennent quand même pas mal le bord. J'ai dit les réseaux de neurones flous, hein? J'ai dit ça, moi. Je pense que oui. Il faut que je revise ce que je viens de dire, mais en tout cas, mais oui. Avec les réseaux de neurones, puis la logique floue, avec les systèmes d'apprentissage, les systèmes experts prennent le bord, mais les systèmes flous vont rester. Apprentissage machine, on a l'apprentissage machine supervisé et non supervisé. Nous, on va rester avec du supervisé. Non supervisé, c'est assez complexe. Ça déborde du cadre du cours de toute façon. Donc, c'est supervisé. Aussitôt qu'on utilise un outil comme TensorFlow et Keras, c'est du supervisé parce qu'on leur donne des données d'apprentissage. Donc, c'est supervisé. Et évidemment, l'intelligence artificielle, c'est tout ça. Les domaines d'application, je vais voir un peu plus en détail là, vers la fin. Là, on va rentrer un peu plus en détail dans tous les points qui sont là, mais grosso modo, analyse de données, extraction de données, algorithme évolutif, puis intelligence par essaim. Donc, voilà. Première chose, qu'est-ce qu'un réseau de neurones? Ben, première chose, un réseau de neurones, ça commence avec le perceptron. Le perceptron, c'est une fonction mathématique, c'est une sommation de paramètres qui sont une valeur, une valeur scalaire, et de ce qui rentre. Bon, par exemple, si on veut savoir, si on veut faire une reconnaissance d'image sur 9 pixels, ben on aurait 9 entrées, ça serait la valeur du pixel, puis on viendrait mettre des pondérations sur chacun des pixels pour savoir si effectivement, dans ces 9 pixels-là, je sais pas, moi, je vois un 1, par exemple. OK? Ça serait une chose qu'on pourrait faire. Mais évidemment, 9 pixels, on ne fait pas grand-chose avec ça. On fait ça sur bien plus de pixels. Fait que les réseaux sont souvent beaucoup plus complexes. Mais regardez, ça veut dire ça ici que si on multiplie... Il est où mon curseur? Il est ici. Si on multiplie ici une valeur par un poids, puis qu'on les additionne, imaginez si j'ai 256 pixels, ça veut dire que j'ai 256 multiplications plus 256 additions avant de sortir un seul neurone.
OK? Ça demande du calcul. OK? Et ça a été en 1957 qu'il y a quelqu'un M. Frank Rosenblatt, qui a commencé à penser à ce genre de choses-là. Évidemment, en 57, là, on est dans les premiers ordis, ça fait à peu près 10 ans que les premiers ordinateurs, on appelait ça des calculateurs à l'époque, ça prenait plusieurs locaux. Donc, on faisait juste commencer à y penser, mais on n'allait pas ben dans les multineurones, c'était un seul et peut-être qu'on le faisait apprendre des choses, là, mais c'était pas mal simpliste. Donc, la fonction mathématique, ça ressemble à ça. La fonction mathématique qui sort après la sommation qui est ici, ça ressemble à ça, hein, S. Donc, c'est la somme des termes qui sont ici. Je ne l'ai pas dans le dessin, mais on rajoute habituellement un billet. Oh là, on le voit pas bien. Je vais me faire disparaître. Moi, PC, bureau PC. Point. Voilà. Fait que là, vous me voyez quand même. Vous me voyez plus, mais je suis là quand même. Donc, on voit quand même bien ici là, que on a une sommation de termes. Chaque terme, c'est le poids fois l'entrée. Une entrée, c'est une entrée habituellement, c'est une entrée numérique qu'on fait rentrer là. Imaginez un pixel. Un pixel, c'est sur 24 bits ou ça peut être sur 32 bits. Un pixel, ouais, c'est vrai que c'est plus 24 bits, c'est vraiment rendu 32 bits. On a maintenant la chrominance qui vient s'ajouter à ça, ce qui nous permet de faire de la transparence. Donc, on fait la sommation et on rajoute un billet dans la sommation pour être capable d'ajuster notre zéro, si on veut. Ensuite, l'autre partie, c'est la fonction d'activation. La fonction d'activation, elle permet de définir comment le neurone va se comporter. Est-ce qu'il se comporte directement? Habituellement, on ne prend pas directement la sommation pour le faire. Je peux me refaire réapparaître. Hein? C'est pas ça. Ah! Donc, c'est plus intéressant si on est capable de faire interagir la valeur qui est ici avec une fonction d'activation. Ça nous permet d'avoir une activation linéaire. On peut la rendre binaire aussi. À partir d'un seuil, tu passes à 1, sinon tu es à 0. On peut la mettre, excusez, j'ai dit linéaire tantôt, mais linéaire, ça serait plus comme ce que j'ai ici. Ça serait plus ce qu'on appelle la relue. C'est celle qui est utilisée parce que c'est la plus simple à implémenter. C'est quand même linéaire, mais en bas de 0, si l'entrée ici est en bas de 0, on a 0 en sortie. Donc, ça permet de contrôler certaines choses. Ici, on est linéaire, mais vous voyez que je peux jouer avec ça dans le fond. Je peux la décaler dans le négatif en Y, je peux la décaler dans le négatif en X, puis la déplacer. Cette fonction linéaire-là, il y a des choses qu'on peut faire. Il y a la sigmoïde aussi. Vous l'avez entendu parler aussi en logique floue. Sauf qu'en logique floue, c'est qu'on a une fonction d'appartenance. Hein? Fait que c'est pas exactement la même chose. C'est la forme est sigmoïde, mais ce qui est sigmoïde, c'est la montée. On peut les inverser aussi. On peut les mettre miroir. C'est des choses qui sont possibles à faire. Mais bien souvent, ça va être fait directement par les poids qui sont ici. Fait que ça ne change pas grand-chose de le faire ici. Avec ces fonctions de base-là, on est capable de faire bien des choses. Il y en a qui vont remplacer la sigmoïde par c'est pas une sinusoïdale, mais c'est une fraction d'une sinusoïde. Donc, je me souviens plus comment elle s'appelle, mais il y a d'autres fonctions d'activation qui nous permettent de faire des trucs là, un peu plus touchés. Fait que vous voyez qu'un seul neurone, c'est beaucoup de calcul. Okay? Juste la sigmoïde, c'est une fonction particulière. C'est quasiment... En tout cas, bref, c'est quand même assez complexe. Donc, ça prend du calcul. C'est pas pour rien que c'est pas l'intelligence artificielle, c'est pas une recette miracle qu'on applique à toutes les sauces.
On l'applique quand on en a besoin. Bon, évidemment, aujourd'hui, on a des processeurs tellement puissants, même les petits microcontrôleurs de toaster sont tellement puissants qu'on est capable de faire de l'intelligence artificielle avec ça. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire durant les semaines qui restent. On va faire de l'intelligence artificielle avec, c'est pas un microcontrôleur de toaster, mais il n'est pas gros, puis il est quand même capable de faire du calcul. Okay? Donc, un exemple ici d'un seul neurone, qu'est-ce que c'est capable de faire? C'est capable de faire une droite et de discriminer deux catégories. Okay? On appelle ça du classement. Donc, c'est ce qu'on fait avec l'exemple qui est ici. Là, c'est un exemple animé. Vous voyez qu'il y a des époques. Donc, il y a un apprentissage qui se fait. Au début, il n'est pas bon. Vous voyez qu'il n'est pas bon. Puis là, plus les époques approchent, puis plus on apprend, plus il se rend efficace à discriminer deux catégories différentes. Fait que c'est exactement ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on va apprendre à faire avec les outils qu'on a à notre portée. On va utiliser TensorFlow, Keras et TensorFlow Lite parce qu'on veut qu'il soit fonctionnel dans un microcontrôleur. Ça va pour ça. Donc, une fois qu'on a un neurone, ben, on peut en mettre plusieurs ensemble et en les mettant ensemble, ce que ça fait, c'est que ça nous permet, si chaque neurone est capable de discriminer une classe, une catégorie, ben alors plusieurs neurones vont être capables de faire des segments de droite, ça va être des segments des lignes différentes, et on va être capable d'aller cerner des régions. C'est ce qu'on va pouvoir faire avec un réseau de neurones de ce genre-là à une couche cachée. Okay? Vous voyez qu'une seule couche. Ça, c'est pas du deep. C'est pas deep. Ça, c'est une seule couche cachée. On a l'entrée, la sortie, that's it, avec une couche dans le milieu. Là, la couche dans le milieu, par contre, elle peut être assez large. Donc, en mettant plusieurs neurones en cascade, on réussit à prendre des décisions multicritères. On peut avoir plusieurs critères. Fait qu'un exemple ici, vous voyez qu'on a un contour à faire autour de quelques points. Fait que plus on approche, plus ça se raffine. Évidemment, ça se peut qu'on n'ait pas assez de neurones pour le faire entièrement. Donc, à ce moment-là, il faudrait rajouter des neurones. Vous voyez que je ne suis pas capable de venir chercher le petit point qui est ici. Il faudrait faire un contour qui vient passer comme ça, là, qui vient faire le détourage des autres. Fait que pour être capable de faire ça, il faudrait vraiment que j'ajoute d'autres neurones. Okay? Pour être capable d'avoir plusieurs parties dans mon contour. Okay? Donc, pour améliorer encore l'intelligence, on a commencé à faire, évidemment, ça a pris deux choses. On le savait que ça allait faire ça, mais ça prenait, ben pas deux choses, ça prenait une chose, de la puissance. Ça prend de la puissance de calcul. Si vous n'avez pas la puissance de calcul, oubliez ça, imaginez, là, chacun des neurones qui sont là, c'est une addition de termes multiplicatifs. Puis vous voyez qu'il n'y en a pas juste un ou puis deux, là, il y en a, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ici. Pour chacun des neurones, j'en ai 8 pour ceux-là. J'en ai 8 autres ici. Vous voyez, là, ils sont tous connectés. OK? Puis ça, c'est pas si gros que ça. Dans les autos intelligentes là, qui sont capables de se conduire toutes seules, c'est beaucoup plus complexe que ça. Les couches cachées, chaque couche est capable de, par exemple, ben, en fait, c'est ça, c'est en 2007. C'est le fun parce que ça s'est fait au Canada, ici, au Canada, en Amérique du Nord, mais surtout au Canada. Il y a Yoshua Bengio, qui est ici à l'Université de Montréal. Puis, il y a Geoff Hinton à Toronto.
c'est des gens qui ont travaillé pas mal ensemble. Pas nécessairement ensemble, mais ils ont travaillé conjointement. Puis il y a Yann LeCun à New York qui ont travaillé à développer ces choses-là, puis à faire du deep learning et à faire en sorte que le deep learning puis l'intelligence artificielle est aussi populaire aujourd'hui, c'est à cause d'eux autres. Okay? Ils ont écrit d'ailleurs ce petit... Benjo a écrit ce livre-là, qu'on a accès à la bibliothèque. Il est en français d'ailleurs, mais ils vont pas nécessairement dans la méthode technique, mais ils expliquent les principes. Donc c'est intéressant. Ça fait combien de temps là, que j'enregistre? Ça fait 20 minutes? Ouais, ok. Donc, ça permet, le deep learning, ça permet, chaque couche permet la première couche, elle permet de détecter des formes, mais ensuite, les autres couches permettent d'utiliser ces formes-là pour détecter des catégories, puis des mettre ensemble, puis tu as des méta-détections, c'est ça qui nous permet de détecter maintenant des visages. Donc, on détecte un œil, un nez, une bouche, du poil, un front, et ça ensemble, ça détecte un visage. Mais là, en plus, on peut détecter l'emplacement de ça et dire non, ça, c'est pas un visage. Ça, c'est juste des trucs qui ont été mis sur une image, mais c'est pas un visage. Alors que s'ils sont bien placés, ah, là, on dit, ah, là, c'est un visage. Donc, avec le deep learning, on est capable de décortiquer des morceaux et aussi les assembler ensemble dans le bon ordre, puis dire, oui, ça, c'est telle chose. C'est un lapin, c'est une moto, c'est un visage, c'est un chien, c'est un chat, et ainsi de suite. Évidemment, il faut qu'on fasse apprendre par ben des images pour que ça marche. OK? Bon, ça, c'est une petite joke, là. Et bidule, qu'est-ce que l'intelligence? L'intelligence artificielle? Profond, c'est l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter aux changements. Enfin, je crois. Mais pas tout le temps, non. Ça change pas. Une fois que ça a appris, c'est plus capable d'apprendre. Peut-être qu'éventuellement, ça va pouvoir continuer à apprendre, mais ça va avoir ses limites. Okay. Je parle un peu des systèmes experts quand les modèles mathématiques du système échouent. Des systèmes experts, c'est souvent dans des grosses machines qui prennent beaucoup de on pourrait dire même c'est pas une machine, mais c'est plusieurs machines interconnectées, où est-ce qu'on veut prendre des décisions de façon automatique, mais que c'est tellement complexe que on peut pas faire une machine à état simple. Ça prend des arbres de décision avec des règles d'application. Et là, ça prend un expert qui, lui, est habitué de prendre ces décisions-là. Puis on va enregistrer, on va les encoder dans un algorithme qui va être capable de prendre ces décisions. Mais étant donné qu'il y a il y a un système de règles, ben les systèmes flous ont vu le jour à peu près en même temps que les systèmes experts. Fait que la méthode de pensée des systèmes flous, il s'insère quasiment dans les systèmes experts, mais c'est pas exactement la même chose. Okay? Pensez à un système expert, là, pensez à ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est une experte en tarte. On pourrait pas faire des tartes avec des systèmes flous, mais on pourrait prendre des décisions si on rajoute de la farine ou de l'eau avec des systèmes experts. Okay? Un médecin, c'est un expert pour diagnostiquer des maladies. On pourrait développer un système expert pour diagnostiquer des maladies, mais pas des systèmes flous pour diagnostiquer des maladies. Je sais pas si je suis clair là-dedans, mais c'est vraiment ça la distinction. Donc, on va quand même respecter, on va avoir un système de règles et on va avoir un système de prise de décision en fonction de ces règles-là, mais les règles vont être beaucoup plus complexes que juste en système flou. Okay? Donc, quand on rend la modélisation du système plus proche de la perception humaine du problème, donc j'ai donné des exemples d'expertise, mais vous voyez, mes exemples, ça ressemble beaucoup à
Système flou, mais c'est pas vraiment la même chose. OK. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans un système expert? Il y a une base de données avec des faits. Quand il s'est passé ça, il s'est passé ça, puis j'ai toutes les données qui sont autour. Donc, ça prend beaucoup de données pour être capable de faire fonctionner un système expert. Une base de données de règles, habituellement de la forme si alors. Donc, habituellement, les règles sont basées sur l'expérience d'un expert humain, évidemment. Un exemple, j'ai donné un exemple là, mais si la température dépasse 105, mais ne dépasse pas 106, et que la pression est de 20 PSI, mais en diminution, alors on lance le processus de fabrication rapidement. Mais si tu le lances trop lentement, ça ne marche pas. Tu sais, c'est super complexe. Fait que là, c'est pour ça que la base de connaissances est super importante là-dedans. Donc, il y a un moteur de prise de décision et de déduction basé sur l'observation des effets. Faire fonctionner un système expert, ça peut prendre... c'est un projet qui peut prendre plusieurs mois, plusieurs mêmes années à l'ajuster comme il faut. Des fois, il y a plusieurs allers-retours là, pour l'ajuster. Contrôleur flou, je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus. Vous savez c'est quoi. Vous en avez une bonne idée, mais c'est ça. Ça ressemble à ça. Exemple d'un contrôleur flou. Ben, qu'est-ce qu'on a besoin? Définir des variables linguistiques d'entrée, lier des fonctions d'appartenance, qui sont les formes qui sont ici. Ensuite, ça, c'est la phosification. Ensuite, on définit des règles de décision. Puis ensuite, on définit les règles des variables linguistiques de sortie. On les lie à les fonctions d'appartenance, puis on ajuste les règles de calcul, de pondération de la sortie. Donc ça, c'est la déphosification. Vous voyez que les règles de décision sont entre les deux. Fait que c'est pas mal ce que vous avez vu. J'arrête ça là pour l'instant. Je pars une autre vidéo. Comme ça, ben, vous allez avoir une demi-heure de vidéo. Ciao, ciao!